Il vous a fait rire aux larmes. Il vous a fait tordre de rire sur votre canapé, dans les salles de cinéma, devant votre télévision. Son visage grimaçant, ses yeux écarquillés, ses gestes incontrôlables. Louis de Funès était l'homme le plus drôle de France. Peut-être même du monde entier. Mais voilà ce que personne ne vous a jamais dit. Derrière chaque éclat de rire qu'il vous a offert, il y avait une douleur. Derrière chaque grimace qui vous faisait pleurer de joie, il y avait un homme qui souffrait en silence. Un homme hanté par ses démons. Un homme que la célébrité a construit et que la vie a brisé. Louis de Funès n'était pas que le personnage comique que vous croyez connaître. Il était un être humain complexe, torturé, passionné, excessif dans tout ce qu'il faisait. Et sa mort, survenue un matin de janvier 1983, n'était peut-être pas aussi paisible qu'on vous l'a raconté. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vraie vie de Louis de Funès, celle qu'on ne montre jamais. Restez jusqu'à la fin, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Avant de parler de la gloire, avant de parler des millions de spectateurs, avant de parler des grimaces légendaires et des répliques cultes qui font encore rire aujourd'hui dans les salons du monde entier, il faut parler de là où tout a commencé. Il faut parler d'un enfant. Un enfant qui n'avait rien. Absolument rien. Sauf un visage capable d'exprimer en une fraction de seconde ce que d'autres mettent des années à formuler avec des mots. Louis-Germain David de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en banlieue parisienne. Un nom long comme une promesse. Une réalité beaucoup plus modeste. Sa famille est d'origine espagnole, noble en titre mais ruinée en pratique. Son père, Carlos de Funès, est un bijoutier qui peine à faire vivre les siens. Sa mère, Léonore, est une femme forte, passionnée, musicienne à ses heures, qui transmettra à son fils le seul héritage qu'elle peut se permettre, l'amour de l'art et la capacité de ressentir les choses plus intensément que les autres. Quand Louis a 8 ans, son père meurt. La famille bascule dans une précarité encore plus profonde. Sa mère se retrouve seule avec ses enfants, sans ressources suffisantes, dans un Paris de l'entre-deux-guerres qui n'a aucune pitié pour les pauvres. Louis grandit dans cette atmosphère de manque, de débrouillardise permanente, de jours où l'on ne sait pas très bien ce qu'il y aura à manger le soir. Cette enfance difficile forge en lui quelque chose d'essentiel. Une obsession de réussir. Une peur viscérale de retomber dans la misère. Une détermination sourde, presque animale, à ne jamais rester au bas de l'échelle. Ceux qui ont connu la pauvreté vraie, la pauvreté qui humilie et qui écrase, comprennent ce ressort intérieur que la misère installe dans certaines âmes. Louis de Funès avait ce ressort. Et il ne lâchera jamais. Il fait des études sans éclat particulier. Il essaie plusieurs métiers, cherchant sa voie dans un monde qui n'a pas encore compris ce qu'il est. Il est tour à tour dessinateur, maroquinier, comptable, vendeur, démarcheur. Il fait tout. Il accepte tout. Il survit. Mais pendant tout ce temps, une passion le ronge de l'intérieur. La scène, la musique, le spectacle, cette envie irrépressible de monter sur une estrade et de faire réagir les gens. Il prend des cours de piano. Il devient pianiste de bar, jouant dans des bals, des cafés, des établissements de nuit parfois très peu recommandables. Des nuits entières à jouer pour des inconnus qui boivent, qui dansent, qui ne le regardent même pas. Des nuits entières à être le fond sonore de la vie des autres. Humiliant pour certains. Formateur pour lui. Parce que dans ces bars enfumés, dans ces salles bruyantes et mal éclairées, Louis de Funès apprend quelque chose d'inestimable. Il apprend à lire un public, à sentir quand l'atmosphère change, à comprendre ce qui fait sourire, ce qui fait rire, ce qui fait lever les yeux d'un verre. Il observe les gens, il les étudie, il absorbe leurs réactions comme une éponge. Et dans ce laboratoire improvisé du comportement humain, il commence à développer ce sens unique du timing comique qui fera plus tard sa légende. Mais la gloire n'est pas encore là. Loin de là. À la fin des années 1930, Louis de Funès décide de tenter sa chance dans le théâtre. Il prend des cours de comédie. Il frappe aux portes. Il envoie des lettres. Il essuie des refus. Des dizaines de refus. Des centaines peut-être. Parce que Louis de Funès, physiquement, ne correspond à aucun des canons de l'époque. Il est petit. Il est maigre. Son visage est trop expressif, trop mobile, trop instable pour les rôles classiques qu'on lui propose. Les directeurs de casting ne savent pas quoi faire de lui. Il n'est pas beau garçon dans le sens conventionnel du terme. Il n'est pas grand ni imposant. Il n'a pas la voix grave et posée du héros romantique. Ce qu'il a, personne ne le reconnaît encore comme une qualité. Ce qu'il a, on l'appelle à l'époque trop quelque chose. Trop expressif, trop agité, trop particulier. Ce trop qui semblait être son défaut majeur deviendra pourtant sa plus grande force. En 1945, il obtient ses premiers petits rôles au cinéma.
des apparitions fugaces, des personnages sans nom, des silhouettes dans le fond du décor. Il joue les serveurs, les passants, les personnages secondaires que personne ne remarque. Il tourne beaucoup. Il accepte tout ce qu'on lui propose, aussi petit soit le rôle, aussi maigre soit le cachet. Parce qu'il a appris dans son enfance que la dignité ne se nourrit pas de fierté mal placée. La dignité se nourrit de travail acharné. Entre 1945 et 1955, il tourne dans plus de 50 films. 50 films en 10 ans. Sans jamais être la tête d'affiche. Sans jamais voir son nom en grand sur les affiches. Sans jamais recevoir ce regard d'admiration dans la rue qui signifie qu'on a réussi. Il est partout et nulle part à la fois. Présent dans le cinéma français sans exister vraiment. Il a la quarantaine. Il est toujours inconnu. Et pour un homme hanté par la peur de la misère, pour un homme qui a tout donné pendant des années sans obtenir la reconnaissance qu'il méritait, cette décennie de l'ombre est une épreuve d'une cruauté particulière. Mais Louis de Funès tient. Il résiste. Il continue. Parce qu'au fond de lui, quelque chose lui dit que son heure viendra. Que tout ce travail invisible finira par payer. Que tous ces petits rôles ingrats, tous ces personnages oubliables, toutes ces nuits à jouer du piano dans des bars enfumés, construisent quelque chose de solide, quelque chose d'unique. Il avait raison, mais avant que la lumière arrive vraiment, il lui faudra traverser encore quelques années d'ombre. Et c'est dans cette ombre prolongée que le caractère de Louis de Funès est définitivement forgé, que les angoisses se sont installées, que les contradictions profondes de l'homme se sont cristallisées. Un homme qui fait rire le monde entier mais qui, dans sa propre vie, avait souvent bien du mal à sourire. Il y a un moment précis dans la vie de certains hommes où tout bascule, où des années de travail invisible se transforment soudainement en reconnaissance éclatante, où le monde entier semble se retourner en même temps pour regarder quelqu'un qu'il avait ignoré pendant trop longtemps. Pour Louis de Funès, ce moment arrive en 1963. Il a 49 ans, presque un demi-siècle de vie, 20 ans de petits rôles ingrats, 20 ans de patience et de résistance silencieuse. Et puis un film sort. Un film qui s'appelle Pouic Pouic. Et tout change. Pas du jour au lendemain. Pas de manière spectaculaire et immédiate. Mais quelque chose se met en mouvement. Le public reconnaît quelque chose dans ce petit homme agité, dans ce visage capable de passer en une fraction de seconde de la fureur à la stupéfaction, de la condescendance à la panique totale. Le public reconnaît une vérité comique qu'il n'avait jamais vue ailleurs. Quelque chose d'authentique. Quelque chose de viscéral. Quelque chose qui déclenche le rire non pas parce que c'est écrit dans un scénario, mais parce que ça touche à quelque chose de profondément humain. Puis vient Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964. Et là, c'est l'explosion. Le film devient l'un des plus grands succès du cinéma français de l'époque. Les salles sont pleines. Les gens font la queue dans la rue pour voir ce petit homme en uniforme qui gesticule, qui crie, qui s'indigne, qui s'humilie sans le savoir. Louis de Funès devient du jour au lendemain la star la plus bancable du cinéma français. À 50 ans passés, après 20 ans d'anonymat, l'ironie de cette trajectoire est presque cruelle. L'homme qui avait passé la moitié de sa vie à chercher sa place dans le monde du spectacle se retrouve soudainement trop demandé, trop sollicité, trop présent partout en même temps. Les producteurs se l'arrachent. Les réalisateurs se battent pour l'avoir. Les studios lui proposent des contrats mirobolants. Et Louis de Funès, qui a connu la misère, qui a connu l'anonymat, qui a connu le refus et l'humiliation, accepte tout. Il tourne en permanence. Un film par an. Parfois 2. Parfois plus. La série des gendarmes. Les aventures de Rabbi Jacob. La grande vadrouille avec Bourvil, qui devient le film français le plus vu de tous les temps pendant des décennies. L'aile ou la cuisse. La soupe aux choux. Film après film après film. Succès après succès après succès. Mais voilà ce que personne ne voit derrière les affiches et les chiffres de box-office. Louis de Funès est un perfectionniste maladif. Un homme que la recherche de l'excellence consume de l'intérieur. Sur les tournages, il est connu pour être l'un des acteurs les plus exigeants, les plus difficiles, les plus épuisants avec lesquels travailler. Pas par méchanceté, pas par caprice de star, mais par une obsession absolue, presque pathologique, de la perfection comique. Il prépare chacun de ses rôles avec une minutie terrifiante. Il travaille ses mimiques devant des miroirs pendant des heures. Il répète ses scènes des dizaines de fois, cherchant le geste exact, le regard précis, le silence parfait qui précède l'éclat de rire. Il arrive sur les tournages avec des carnets entiers de notes, de variantes, d'idées alternatives pour chaque scène. Et il n'hésite pas à remettre en question les décisions du réalisateur si quelque chose lui semble ne pas fonctionner. Les réalisateurs qui ont travaillé avec lui témoignent tous de la même chose. Avec Louis de Funès,
Chaque prise est un événement. Il n'est jamais tout à fait le même d'une prise à l'autre. Il improvise, il ajoute, il modifie, il surprend tout le monde, y compris ses partenaires de scène, par des réactions inattendues, des gestes qui n'étaient pas dans le scénario, des expressions qui surgissent de nulle part et qui sont souvent les meilleures du film. Jean Giraud, qui a dirigé la plupart des films de la série des gendarmes, disait de lui qu'il était impossible à cadrer correctement parce que son visage bougeait trop vite, trop imprévisiblement. Que les opérateurs de caméra devaient rester en alerte permanente pour ne pas rater une expression fugace qui durait parfois moins d'une seconde, mais qui contenait tout le génie comique de la scène. Mais ce perfectionnisme a un prix. Un prix que Louis de Funès paie dans sa vie quotidienne de manière très concrète. Il est anxieux. Profondément, chroniquement anxieux. Entre les tournages, il n'est jamais vraiment en repos. Son cerveau ne s'arrête pas. Il pense aux prochaines scènes. Il rejoue les précédentes. Il imagine des variantes, des améliorations, des choses qu'il aurait pu faire différemment. Cette machine intérieure qui tourne en permanence est la source de son génie. Mais elle est aussi la source de son épuisement. Il dort mal. Il mange peu. Il est irritable, colérique, difficile à vivre dans les moments de stress intense que représente chaque tournage. Ses partenaires l'apprécient mais le craignent. Bourvil, son partenaire légendaire dans La Grande Vadrouille, était son exact opposé en termes de méthode. Là où de Funès était dans l'urgence, dans l'excès, dans la recherche permanente, Bourvil était dans la douceur, la simplicité, la générosité naturelle. Deux mondes, deux tempéraments, et pourtant une alchimie à l'écran qui restera unique dans l'histoire du cinéma comique français. Il y a aussi la question de l'argent. Cet homme qui a connu la misère dans son enfance, qui a passé 20 ans à survivre avec des cachets misérables, ne peut pas se débarrasser de la peur du manque, même au sommet de sa gloire. Même lorsqu'il est l'acteur le mieux payé de France. Même lorsque sa fortune est suffisamment conséquente pour mettre ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants à l'abri pour plusieurs générations. Il est connu dans le milieu du cinéma pour être extrêmement attentif à ses finances. Certains diront avare. D'autres diront simplement traumatisé par la pauvreté de son enfance. Cette obsession de l'argent, cette vigilance permanente sur les chiffres et les contrats est une autre facette de cet homme complexe que le grand public ne connaît pas. Le personnage comique qui fait rire tout le monde cache un homme qui vérifie ses comptes avec une rigueur presque maniaque. Et puis il y a ses colères. Légendaires sur les tournages. Des éruptions soudaines, imprévisibles, qui pouvaient surgir pour un détail infime. Une lumière mal placée. Un accessoire qui n'était pas exactement où il devait être. Une réplique d'un partenaire qui n'avait pas le bon rythme. Ces colères terrifiaient les équipes techniques. Elles étaient aussi soudaines qu'elles étaient brèves. La tempête passait aussi vite qu'elle était venue, mais elle laissait des traces. Ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que ces colères n'étaient pas de la méchanceté pure. Elles étaient l'expression d'une frustration artistique intense. D'un homme qui voyait dans sa tête une perfection absolue et qui souffrait physiquement quand la réalité du tournage s'en écartait. Un homme dont les standards intérieurs étaient si élevés que personne, pas même lui-même, ne pouvait les atteindre complètement. C'est le paradoxe tragique de Louis de Funès. L'homme qui donnait la joie aux autres ne savait pas vraiment la garder pour lui-même. L'homme qui déclenchait des éclats de rire dans les salles obscures du monde entier rentrait chez lui épuisé, tendu, rongé par le doute et par cette exigence sans fond qui ne lui laissait aucun repos. La gloire était là, immense, éclatante, indiscutable, mais les démons étaient là aussi. Et il ne dormait jamais vraiment. Pendant des années, Louis de Funès a semblé inépuisable. À l'écran, il courait, criait, sautait, s'agitait dans tous les sens avec une énergie presque surnaturelle. Les spectateurs avaient l'impression que rien ne pouvait arrêter ce petit homme électrique qui transformait chaque scène en véritable feu d'artifice comique. Mais derrière les rires, derrière les succès gigantesques et les salles pleines à craquer, son corps commençait à payer le prix d'une vie entière passée sous pression. Car Louis de Funès n'était pas seulement un acteur. Il était une machine de travail. Depuis son accession à la célébrité dans les années 1960, il enchaînait les tournages à un rythme effréné. Chaque film exigeait des mois de préparation. Chaque scène était répétée jusqu'à l'épuisement. Chaque détail était analysé, corrigé, perfectionné. Cette exigence permanente avait un coût. Au début des années 1970, plusieurs proches remarquent qu'il fatigue davantage. Son visage paraît parfois plus marqué. Son énergie reste impressionnante, mais les périodes de récupération deviennent plus longues. Pourtant, fidèle à lui-même, Louis refuse de ralentir. Il continue à travailler. Toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite, comme s'il craignait que tout puisse disparaître du jour au lendemain. Puis survient l'événement qui va bouleverser sa vie.
En mars 1975, alors qu'il est au sommet de sa popularité, Louis de Funès est victime d'un grave problème cardiaque. Les médecins diagnostiquent plusieurs infarctus. La nouvelle provoque un choc immense dans toute la France. Pour la première fois, le public découvre que son acteur préféré n'est pas invincible. Les journaux s'emparent immédiatement de l'affaire. Les fans s'inquiètent. Le monde du cinéma retient son souffle. Pendant plusieurs semaines, l'avenir de Louis de Funès paraît incertain. Les médecins sont formels. S'il veut survivre, il doit changer radicalement de mode de vie. Fini les rythmes infernaux. Fini les journées interminables. Fini les excès de travail. Pour un homme comme lui, cette prescription ressemble presque à une condamnation, car toute son identité repose sur l'action, sur le mouvement, sur le travail. L'idée même de s'arrêter, lui, est insupportable. Les mois qui suivent sont extrêmement difficiles. Louis traverse une période de doute profond. Lui qui a toujours contrôlé chaque aspect de sa carrière se retrouve soudain confronté à une réalité qu'il ne peut pas maîtriser. Son propre corps. Pour la première fois depuis des décennies, il est forcé de ralentir, de se reposer, d'écouter les médecins, et surtout, d'accepter qu'il n'est plus le même homme qu'à 50 ans. Cette prise de conscience est douloureuse. Très douloureuse. Certains proches racontent qu'il traverse alors des moments de découragement. Non pas parce qu'il a perdu sa célébrité, mais parce qu'il a peur de perdre ce qui lui a toujours donné un sens, son métier. Pendant sa convalescence, il se réfugie davantage dans son domaine de Clermont. Ses jardins deviennent plus importants que jamais. Il passe de longues heures à s'occuper de ses rosiers, à observer la nature, à retrouver un équilibre que le tumulte du cinéma lui avait souvent refusé. Mais malgré les avertissements médicaux, une idée ne cesse de revenir dans son esprit. Revenir à l'écran. Une dernière fois, ou peut-être plusieurs. Parce qu'un artiste ne cesse jamais vraiment de créer. Parce qu'un homme qui a consacré sa vie entière au spectacle ne peut pas simplement tourner la page. Contre toute attente, Louis de Funès finit par revenir devant les caméras. Son retour est accueilli comme un événement national. En 1980 sort l'Avare, adaptation de l'œuvre de Molière. Puis viennent La soupe aux choux en 1981 et Le gendarme et Les gendarmettes en 1982. Le public est au rendez-vous. Comme toujours, les spectateurs retrouvent avec émotion celui qui les accompagne depuis tant d'années. Mais quelque chose a changé. Son énergie est toujours là. Son talent aussi. Pourtant, certains remarquent une fragilité nouvelle. Une fatigue parfois visible derrière les mimiques. Une certaine prudence dans les mouvements. Le temps est en train de rattraper l'homme qui semblait autrefois défier toutes les limites. Louis lui-même en est conscient. Il sait que chaque film peut être le dernier. Il sait que son cœur demeure fragile. Il sait également que les années qui lui restent sont probablement moins nombreuses que celles qu'il a déjà vécues. Cette conscience de la mortalité le transforme peu à peu, sans le rendre moins exigeant, sans le rendre moins passionné, mais avec une forme de sagesse nouvelle. Il profite davantage de sa famille, de son épouse Jeanne, de ses enfants, de ses petits-enfants, comme s'il cherchait désormais à préserver ce qui compte vraiment. Pourtant, même dans cette période plus calme, il reste habité par la même force intérieure qui l'a accompagné toute sa vie. Cette volonté farouche de ne jamais abandonner. Cette détermination née dans la pauvreté de son enfance. Cette conviction qu'il faut continuer à avancer, quelles que soient les difficultés. Mais parfois, même les hommes les plus combatifs ne peuvent pas gagner toutes les batailles. Et au début de l'année 1983, le destin s'apprête à lui livrer son dernier rendez-vous. Un rendez-vous silencieux, définitif, celui que personne ne peut éviter. Celui qui met fin aux plus grandes carrières comme aux plus modestes existences. La fin approche. Et avec elle, les dernières heures d'un homme qui aura marqué à jamais l'histoire du cinéma français. Le 27 janvier 1983. Une date gravée à jamais dans la mémoire de millions de Français. Ce matin-là, dans son château de Clermont, Louis de Funès se réveille comme à son habitude. Rien ne laisse présager que ces heures seront les dernières de sa vie. À 68 ans, l'acteur sait que sa santé est fragile. Depuis ses graves problèmes cardiaques de 1975, chaque journée est vécue avec davantage de prudence. Les médecins l'ont prévenu depuis longtemps. Son cœur a été durement éprouvé. Mais malgré cela, il continue de profiter de la vie, de sa famille, de ses jardins, de cette tranquillité qu'il avait tant recherchée après des décennies passées sous les projecteurs. Puis, soudainement, son état se dégrade. Dans la matinée, Louis de Funès est victime d'un nouvel infarctus. Cette fois, son organisme ne parvient pas à résister. Les secours interviennent. Les proches s'inquiètent. Mais très rapidement, l'évidence s'impose.
L'homme qui avait fait rire des générations entières est en train de vivre ses derniers instants. Quelques heures plus tard, Louis de Funès s'éteint. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante. D'abord dans les rédactions, puis à la radio, à la télévision, dans les rues, dans les foyers. Partout en France, le choc est immense. Car pour beaucoup de personnes, Louis de Funès n'était pas simplement un acteur. Il faisait partie de la famille. Depuis près de 20 ans, il accompagnait les repas du dimanche, les soirées devant la télévision, les moments de détente entre proches. Sa disparition donne à des millions de spectateurs l'impression de perdre quelqu'un qu'ils connaissaient personnellement. Les hommages affluent immédiatement. Les journaux consacrent leurs unes à l'événement. Les chaînes de télévision bouleversent leurs programmes. Les témoignages se multiplient. Acteurs, réalisateurs, techniciens, amis, tous racontent le même phénomène. Derrière le personnage exubérant que le public adorait se trouver un travailleur acharné, un perfectionniste absolu, un homme qui n'avait jamais cessé de se remettre en question. Ses funérailles rassemblent une foule considérable. Des anonymes viennent parfois de très loin pour lui rendre un dernier hommage. Certains apportent des fleurs, d'autres simplement leur présence, comme si chacun voulait remercier celui qui avait offert tant de moments de bonheur. Et pourtant, ce qui se passe après sa mort est peut-être encore plus extraordinaire. Car contrairement à de nombreuses célébrités qui tombent peu à peu dans l'oubli, Louis de Funès semble devenir encore plus populaire avec le temps. Ses films continuent d'être diffusés année après année. Les nouvelles générations découvrent le gendarme de Saint-Tropez, la grande vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob, l'aile ou la cuisse, la soupe aux choux. Et le phénomène se répète. Les enfants rient, puis deviennent adultes, et montrent à leur tour ces mêmes films à leurs propres enfants. Très peu d'artistes réussissent cet exploit. Faire rire plusieurs générations successives avec la même intensité. Car l'humour vieillit souvent. Les modes changent. Les références disparaissent. Les époques évoluent. Mais Louis de Funès possédait quelque chose de plus universel. Son génie ne reposait pas uniquement sur les dialogues. Il reposait sur le corps, sur le regard, sur les expressions, sur cette capacité presque surnaturelle à transmettre une émotion en une fraction de seconde. Même sans comprendre parfaitement le français, des spectateurs du monde entier peuvent encore rire devant ses performances. C'est la marque des très grands artistes. Leur talent dépasse les frontières, dépasse les générations, dépasse même leur propre époque. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa disparition, son influence demeure immense. De nombreux acteurs comiques reconnaissent s'être inspirés de lui. Ses scènes sont étudiées, ses mimiques sont imitées, ses répliques sont devenues cultes. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'ensemble de son parcours, ce n'est pas seulement son succès qui impressionne. C'est le chemin parcouru. Cet enfant issu d'une famille ruinée. Ce jeune homme qui enchaînait les petits métiers pour survivre. Cet acteur rejeté pendant des années parce qu'il était jugé trop différent, trop étrange, trop expressif, trop excessif. Toutes ces caractéristiques que l'on considérait comme des défauts sont finalement devenues les fondations de sa légende. C'est peut-être la plus grande leçon de sa vie. Ce qui vous rend différent aujourd'hui peut devenir votre plus grande force demain. Louis de Funès a transformé ses faiblesses en génie, ses angoisses en énergie créatrice, ses blessures en performances inoubliables. Mais son histoire nous rappelle aussi une vérité plus profonde. Nous ne connaissons jamais vraiment les personnes qui nous font rire. Derrière les sourires se cachent parfois des combats invisibles. Derrière les succès se cachent souvent des sacrifices immenses. Et derrière les légendes se trouvent toujours des êtres humains, avec leurs peurs, leurs blessures, leurs contradictions. Louis de Funès était l'homme le plus drôle de France. Mais il était aussi un homme fragile, exigeant, tourmenté, passionné et profondément humain. C'est sans doute pour cela que son souvenir continue de vivre avec autant de force. Parce qu'au-delà du comédien exceptionnel, le public a inconsciemment reconnu quelque chose d'universel chez lui. La lutte, l'effort, la persévérance, le courage de continuer malgré les obstacles. Et tant qu'une famille se réunira devant un écran pour rire de ses aventures, tant qu'un enfant découvrira pour la première fois ses grimaces légendaires, tant qu'un éclat de rire résonnera devant l'une de ses scènes, Louis de Funès ne sera jamais vraiment mort. Il continuera à vivre, dans la mémoire collective, dans l'histoire du cinéma, et dans le cœur de tous ceux à qui il a offert, ne serait-ce qu'un instant, le plus précieux des cadeaux, le rire. Si Louis de Funès a marqué votre enfance ou continue de vous faire rire aujourd'hui, dites-moi en commentaire quel est votre film préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les plus grandes légendes du cinéma.